Bonsoir Yvan Rioufol. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes journaliste, chroniqueur, également polémiste. Vous avez rédigé de nombreux ouvrages, et notamment récemment La guerre civile qui vient, en 2016, et cette année, Macron, la grande mascarade, dont vous venez nous parler ce soir. On vous connaît particulièrement pour vos prises de position, notamment sur les questions liées à l'islamisme, et aussi pour votre liberté de ton. Donc votre présence était particulièrement appropriée ce soir pour venir nous parler de la liberté d'expression. Selon vous, pour rester sur la liberté d'expression, est-elle aujourd'hui menacée? Et s'agit-il d'une menace légale ou simplement morale? Si vous interrogez mes confrères, ils vous diront que non, la liberté d'expression en France n'est pas menacée. Elle le serait d'après eux en Hongrie, en Pologne, mais en France, ils vous démontreront par A plus B qu'elle ne l'est pas. Simplement, ils ne voient pas ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, d'abord, c'est ce phénomène des réseaux sociaux qui essayent de contourner justement ce monopole des médias et qui laissent à comprendre que les médias ne reflètent pas toute la pensée aujourd'hui de la société française. Et ces forums, ces nouveaux forums, là où tout se dit, montrent bien que la liberté d'expression a été contrainte, en tout cas dans les médias. Et puis ils ne verront pas non plus que depuis 30 ans, 40 ans, ils ont participé à une omerta généralisée, une sorte de censure qui a empêché de voir les profonds bouleversements de la société française. C'est-à-dire que tous les grands sujets que l'on découvre aujourd'hui, à savoir la place de l'immigration, la place d'un islam radical, la fracture identitaire, le communautarisme qui vient, la guerre civile qui vient, tous ces sujets qui ont été décrits par certains, et par moi également, mais pas que, ont été systématiquement occultés par une grande partie des médias qui, au contraire, désignaient comme étant islamophobes, racistes, fascistes, etc., tous ceux qui lançaient l'alerte. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que nous avons vécu dans une grande hébétude, si je puis dire, dans laquelle j'estime que les médias ont effectivement une grande part. À cela se rajoutent en plus des dispositifs législatifs dont on reparlera peut-être tout à l'heure. En tant que journaliste, est-ce que vous pensez qu'il y a une autocensure spontanée ? Oui, je pense que c'est le mot qui lui convient, en effet. Donc, concernant la presse française, il n'y a pas tant de censure. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas censuré, j'écris ce que je veux. Je suis maintenant invité dans des télévisions, ce qui est assez nouveau. C'est un phénomène qui est intéressant. Mais il y a un conformisme de la presse. Moi, je suis un vieux journaliste maintenant. Je suis rentré dans la presse en 1976. Et déjà, à ce moment-là, j'avais identifié ce conformisme-là, cette pensée unique. Cette pensée unique, ce n'est pas simplement un slogan, c'est une vérité. Et le conformisme tue l'intelligence. Et ce conformisme, c'est en effet de vouloir se conformer à une idéologie ambiante. Et de mon point de vue, et c'est ce que je défendrai ici notamment, c'est que le journalisme aujourd'hui est devenu une idéologie. C'est-à-dire que le journalisme s'est coupé du réel. Le journalisme ne veut pas voir, du moins ne veut voir que ce qui l'intéresse des réalités, et il en laisse passer les plus dramatiques. Et sur quel autre sujet pensez-vous que la liberté d'expression est limitée ? Elle est limitée d'abord par la législation, c'est-à-dire que vous aviez la loi sur la presse qui donnait toute liberté du 19e siècle, qui donnait toute liberté à l'expression, dans les limites naturellement de la décence, de l'appel au meurtre, de l'appel à la violence, de l'appel au racisme, qui naturellement sont tout à fait défendables. Mais depuis la loi Pleven de 1971, il y a eu toute une série de législations qui tentent à délictualiser, je vais dire criminaliser, n'allons pas si loin, délictualiser des délits d'opinion ou des pensées ou des arrière-pensées. Et à ceci, et donc ceci est déjà très, très embarrassant pour la liberté d'expression. Et à ceci, c'est ajouté, avec ce nouveau gouvernement, ce nouveau président, une offensive du politiquement correct que je n'avais jamais vu jusqu'alors, c'est-à-dire que c'est une offensive qui vise d'abord à accentuer cette législation que je considère être liberticide, et en plus à essayer d'interférer justement dans l'Internet, auprès de l'Internet, afin de museler toute cette pensée qui par sa trop grande liberté, devient presque révolutionnaire dans le fond, et qui naturellement dit des vérités que les pouvoirs ne veulent pas entendre. Étant donné la situation déplorable que vous constatez de la liberté d'expression en France, pensez-vous qu'il serait pertinent d'importer le modèle américain de liberté d'expression totale ? Moi, je suis pour la liberté totale des États-Unis, avec quand même les limites de la décence. Je ne connais pas bien la législation américaine, mais on ne peut pas naturellement souffrir des appels au meurtre, des appels au racisme, des appels à la violence. Mais j'imagine qu'aux États-Unis, ça doit être la même chose. Mais je pense qu'en effet, moi, la
grande liberté qui règne aux États-Unis, y compris d'ailleurs sur le négationnisme ou sur les lois mémorielles, est quelque chose qui, moi, me paraît davantage défendable. En même temps, nous avons une histoire, donc il faut faire avec. Mais simplement, je ne voudrais pas avoir un discours trop pessimiste sur cette... Ce que je voudrais, c'est naturellement, c'est une constatation d'un état de fait, mais en même temps, et on vous fera remarquer, peut-être que mes adversaires vous feront remarquer, et ils auront raison, que depuis quelque temps, je suis invité dans les télévisions, alors qu'auparavant, j'étais relégué à la cave, que mon bloc-notes du Figaro me donne totale liberté d'expression, et ceci, je rends grâce au Figaro tous les jours de me donner ceci, et on voit bien aujourd'hui que la citadelle des médias est une citadelle devenue fragile, parce qu'elle est précisément contournée dans son monopole par cette force de l'intelligence collective qui s'exprime aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et qui devient une force politique. C'est-à-dire, vous avez vu, par exemple, même Mélenchon, à travers ses outrances, s'est servi des réseaux sociaux pour faire passer un message. Il s'est trompé de message parce qu'il a montré chez lui la violence extrême qui l'habitait, mais le message qu'il voulait faire passer sur la perméabilité de la justice aux influences politiques était un message à entendre qui n'est pas répercuté par les médias. Et c'est un message que moi aussi je défends dans mes écrits. Et donc je ne désespère pas de la liberté d'expression en France, mais je pense c'est un combat qui doit être gagné par chacun d'entre nous, qui doit être gagné par la société civile elle-même. C'est-à-dire que c'est la société civile elle-même cette France silencieuse, cette France oubliée, cette France transparente, qui a aujourd'hui à imposer, elle le fait, qui a imposé ses idées, qui a forcé aujourd'hui les politiques à descendre de leur balcon et à aborder les grands sujets qui sont encore relégués, avec la caution, c'est dramatique, d'une grande partie de ma profession, en effet. Alors vous venez implicitement dans vos réponses d'évoquer la loi sur les fausses nouvelles, les fake news, qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale et que vous avez d'ailleurs récemment dénoncée. Il se trouve que l'émission Immédiat de TV Liberté a récemment épinglé un chroniqueur qui s'appelle Clément Viktorovitch pour avoir produit une fake news, notamment sur les chiffres de l'immigration, alors qu'il prétendait, sur un plateau télé, dénoncer les approximations de son interlocutrice. Est-ce que cet exemple ne montre pas que la loi sur les fake news, à un moment où les médias sont dans une logique de citadelle, comme vous l'avez dit, risque de se retourner contre ses initiateurs? La fake news, ce n'est pas exactement ceci. La fake news, la loi sur les fake news qui est en préparation vise à interdire en campagne électorale ce qui est présumé être une fausse nouvelle destinée à déstabiliser un candidat. Donc ça ne rentre pas tout à fait dans votre définition, mais ça reste odieux naturellement, parce que cela demanderait à la justice d'intervenir pour déclarer ce qui est une vérité officielle, une vérité d'État. Et naturellement, on peut très bien considérer ce qui est considéré comme une fake news lors d'un débat s'avère être une réalité. Si j'avais dit lors d'un débat ou quelqu'un d'autre face à François Mitterrand qu'il avait été décoré de la Francisque, et alors qu'on ne le savait pas, c'était une fake news, ça aurait pu être considéré comme une fake news alors que ce ne l'était pas. Là, vous faites référence à un débat qui ne rentre pas, de mon point de vue, dans cette perspective de la fake news, mais qui reflète, en l'occurrence, l'incapacité que nous avons à avoir des chiffres précis sur l'immigration. C'est parce qu'en fait, c'est ça, c'est une querelle de chiffres. Je ne sais pas qui avait raison, qui avait tort, parce que je ne connais pas bien ce débat-là, mais il est quand même incroyable que deux interlocuteurs aillent, ou trois, parce que j'ai vu que M. Le Gallou s'était rajouté à cette polémique, vont, en parlant d'immigration, de 250 000 à 200 000, 250 000, 300 000, 400 000, 450 000, et on ne sait plus qui a raison et qui a tort. Et en effet, il y a là aussi une volonté d'opacité qui n'est pas due à ces intervenants-là, dans le fond, parce qu'ils font avec ce qu'ils... Ils ont peut-être des arrière-pensées, bien entendu, mais je ne veux pas les accabler sur ce sujet-là, il y en aurait d'autres, on pourrait les accabler, parce qu'en effet, l'exécutif se refuse à voir et à mesurer le problème que pose cette immigration, qui est une immigration massive, une immigration de peuplement, et que vous trouverez toujours des gens, et Viktorovitch en fait partie, qui vous diront que non, ce n'est pas une immigration massive, que non, ce que l'on voit n'est pas ce que l'on voit, non, ce que l'on entend n'est pas ce que l'on entend, etc. Donc il y a ce que j'ai appelé un dénégationnisme, ce serait peut-être un autre travers qui pourrait être un jour ou l'autre pénalisé dans le fond, parce que s'il faut aller par là, autant pénaliser les vrais propos qui posent problème, mais là je plaisante, un dénégationnisme qui est partagé par une grande partie des médias qui en effet ne veut pas se confronter au réel. Vous êtes, pour changer de sujet, vous n'avez pas seulement écrit sur la liberté d'expression, vous êtes aussi l'auteur d'un dernier ouvrage, Macron, la grande mascarade.
Qu'entendez-vous par ce terme mascarade? J'ai repris ça. J'aime beaucoup ce Gomez d'Avila, qui est un grand philosophe que j'adore, et qui dit toute époque finit en mascarade. Et ma thèse était de dire que le nouveau monde que prétendait incarner Macron n'était pas un nouveau monde, mais était la queue de comète d'un ancien monde. Et d'ailleurs, j'ai écrit ce livre il y a maintenant 10 mois, en disant qu'il allait se casser la figure parce qu'il n'abordait pas les vrais problèmes, qu'il répercutait dans le fond le conformisme intellectuel que l'on avait connu depuis 40 ans. Et a priori, les faits semblent montrer que je n'étais pas très loin de la vérité. Je pense même que les faits vont plus vite que ce que je n'avais imaginé, à savoir que Macron s'est enfermé dans une idéologie, lui aussi, qui voulait résumer tous les problèmes français, de la société française, à des problèmes économiques et sociaux, en reprenant dans le fond une analyse marxiste, qui est de dire que tout est économique, alors même que l'on voit bien, cela crève les yeux, mais pas de Macron, que les grands problèmes aujourd'hui qui parcourent l'Europe, qui parcourent les États-Unis, qui parcourent l'Europe, qui parcourent la France, sont des problèmes identitaires, existentiels, culturels, civilisationnels. Et ces problèmes-là, il en a fait l'impasse. Et donc, comme il ne veut pas revenir sur ce qu'il a dit, je pense qu'il est condamné aujourd'hui à trafiquer ce discours, à tomber dans cette mascarade, à tomber dans cette théâtrocratie, dans ce discours creux, dont on a vu dans sa dernière prise de parole que c'était un discours qui ne portait même plus son image, puisque même son image était effacée par un mauvais éclairage, et que son texte était également raturé, comme s'il voulait lui-même ne plus avoir à relire ce qu'il avait pu dire. Donc je persiste à dire que c'est une grande mascarade, et je persiste à dire que ce président de la République va perdre, parce que, encore une fois, il est resté prisonnier de ce politiquement correct qui empêche de faire marcher nos neurones. Dans le fond, tout simplement ça, c'est-à-dire qu'on vit une crise de l'intelligence, tout le monde parle de diversité ethnique, de diversité sociale, et on n'admet pas la diversité des opinions. À partir du moment où vous n'admettez pas la diversité des opinions, ou du moins à partir du moment où vous ne vous confrontez pas à la diversité des opinions, vous ne vous confrontez pas au débat d'idées, ce qui est le cas en France, en règle générale, eh bien vous vous perdez dans des labyrinthes, et vous obligez la population, vous obligez la société civile à pallier à ces grandes insuffisances intellectuelles. Et moi, je suis de ceux, je défends cette idée que la nouvelle intelligence aujourd'hui est une intelligence collective. C'est elle qui doit, à travers les réseaux sociaux, à travers les référendums, à travers peut-être encore des systèmes à inventer, qui a à imposer un nouveau discours, et que la société de demain, elle se construit maintenant à l'extérieur même du discours politique, et du discours médiatique, naturellement. Alors, parmi les vrais problèmes que vous évoquez, et qui ne sont pas résolus ou qui sont mal résolus, vos derniers ouvrages évoquent beaucoup la question de la menace islamiste, et vous expliquez bien les deux composantes de cette menace, qui sont un recours à la force par les attentats, mais aussi un recours à l'influence via des structures comme les Frères musulmans. Et vous expliquez bien que pour échapper au recours à la force, les hommes politiques ont parfois la tentation à se soumettre à cette influence. Où en sommes-nous aujourd'hui de ce risque? Ce risque est considérable, parce que de mon point de vue, la thèse que je défends dans la guerre civile qui vient, ce n'était pas tant de dire que l'islam était un danger, mais c'était de dire que nous sommes nous-mêmes notre propre danger, dans la mesure où nous ne voulons pas regarder quelle est la dangerosité de celui qui nous attaque. Et à partir du moment où nous avons rendu les armes, nous sommes naturellement vulnérables. Et nous sommes vulnérables en tout, nous sommes vulnérables militairement, et nous sommes vulnérables surtout moralement et intellectuellement. Et donc ensuite, on ne peut pas faire grief à une idéologie concurrente, l'idéologie islamiste en l'occurrence, de remplir le grand vide que nous avons créé. Donc ce n'est pas tant, encore une fois, à l'islam même que je m'en prends, mais c'est vraiment aux autorités françaises, aux médias français, à la collectivité française qui ne veut pas, qui commence à se réveiller à peine aujourd'hui, qui ne veut pas prendre la mesure, en effet, de la gravité de cette idéologie totalitaire. J'avais bien aimé dans la candidature de François Fillon le fait que, outre qu'il parle du courage de la vérité, qu'il avait écrit un livre pour dire il faut vaincre le totalitarisme islamique. Il avait mis les mots que j'attendais des hommes politiques. Bon, vous savez le sort qui a été réservé à Fillon, n'en parlons plus. Et donc on est retombé dans cette grande léthargie, dans cette grande somnolence qui permet aujourd'hui, en effet, jour après jour, à cet islam de se sentir en terrain conquis, parce qu'il ne trouve pas aucun obstacle, et encore aujourd'hui,
à l'islam. Je parle de l'islam politique, je ne parle pas de l'islam religieux, je fais une différence entre les deux, mais à l'islam politique, à l'islam conquérant, il ne trouve pas d'obstacle à ces exigences de passe-droit, à ces exigences même de domination de subversion d'une démocratie. Et l'on en voit les effets partout dans la rue, avec les femmes voilées, le halal, les exigences de séparatisme. Et je ne vois pas encore aujourd'hui de mobilisation, en tout cas pas d'une mobilisation suffisante. Alors naturellement, l'ancien ministre de l'Intérieur a quitté son poste en nous disant, juste avant de décaniller, qu'il y avait deux sociétés qui vivaient côte à côte et qui demain vivront face à face. De mon point de vue, ces deux sociétés vivent face à face depuis longtemps. En effet, nous sommes dans des successions de guérillas urbaines, sinon de guerres civiles. Mais simplement, même cette alerte qui a été donnée par Colomb n'a pas été suivie d'effet, en tout cas jusqu'à présent. Donc nous sommes dans un grand endormissement des hommes politiques qui les décrédibilisent et des médias qui les décrédibilisent par définition également. Monsieur Riofol, on vous remercie d'avoir accepté notre interview à l'ICEP et on rappelle que votre livre Macron la Grande Mascarade est disponible aux éditions du Toucan. Merci.